Peut-être avant d'aborder les deux questions, infrastructure, financement, et puis réforme ferroviaire française, où je pense qu'il y a beaucoup d'attentes ce soir pour que vous décryptiez la position de la Commission européenne. Peut-être quelques mots sur votre logique de politique des transports au niveau européen, Mathias Reute. Merci beaucoup. D'abord, aussi un grand merci à Philippe Durand et Louis Nègre d'avoir organisé ce débat ce soir. Et je suis très content d'être ici et je salue tous les députés, madame et monsieur les députés et tous les collègues. Et je connais pas mal des gens ici dans la salle, alors je suis très content de me trouver ici. Si je peux peut-être me permettre de mettre la politique de transport dans un contexte un peu plus grand. Et je le mets dans un contexte croissance et emploi. Et je le mets dans un contexte de globalisation où l'Europe est encore le leader mondial en ce qui concerne la production des véhicules, que ce soit des avions, des trains, des camions, des voitures, des systèmes de gestion des trafics, mais aussi la logistique. Si vous regardez un peu la performance de l'Europe dans la logistique, on voit très bien de quel enjeu on est en train de parler quand on parle de la politique transport européen. Parce que nous sommes en train de défendre une place, un positionnement d'un secteur industriel, mais aussi un secteur des services mondial qui est dans une très très grande concurrence et qui est, si vous voulez, attaqué. Et on le voit dans les chiffres que graduellement, nous sommes en train de perdre notre place dans la globalisation. Et ça, c'est d'une certaine manière l'élément porteur de notre politique européenne de transport. Comment est-ce que nous pouvons maintenir et peut-être même améliorer notre place dans cette concurrence globale. Alors, le transport est d'une certaine manière un transport qui est organisé pour les citoyens et pour les entreprises, mais c'est aussi une source de richesse énorme. Et si vous regardez un peu le moyen que chaque citoyen dépense sur le transport à l'intérieur de l'Union européenne, c'est à peu près 15%. 15% de revenus de chaque ménage vont au transport. Et c'est un peu la même question que nous avons avec peut-être d'autres domaines. Est-ce que nous payons ces 15% à l'intérieur de l'Union européenne en créant des emplois à l'intérieur de l'Union européenne ou est-ce que nous les exportons? Et ça, c'est une question, je pense que c'est un peu la force majeure qui nous emmène dans notre politique européenne de transport, de renforcer le secteur transport en général. Et comment est-ce qu'on est en train de le faire? Je vais rapidement passer mes 3 I. Première I, c'est l'innovation. En réalité, nous avons besoin de pousser plus loin l'innovation. On est en train en ce moment dans des arbitrages budgétaires que j'espère dans les prochaines semaines on aura au niveau entre le Parlement européen et les conseils. On aura une plus grande enveloppe pour la recherche et innovation en transport au niveau européen qu'on l'a eu jusqu'à présent. Ce qui est rare dans un temps où on coupe le budget. Mais ça concerne à la fois l'aéronautique, mais aussi l'idée de créer une entreprise commune pour le rail, Shift to Rail,
que nous propageons en ce moment et un tas d'autres choses qu'on est en train de faire, par exemple la nouvelle génération de gestion des trafics aériens avec César, pour vous donner quelques exemples. Deuxième volet, innovation, c'est créer les cadres, et je sais que c'est controversé en France, créer les cadres pour des carburants alternatifs. Là encore, d'une certaine manière, nous dépensons, si mes souvenirs sont bons, nous dépensons à peu près 1% de notre PNB européen en train de payer pour notre facture d'importation du pétrole à l'intérieur de l'Union européenne. Alors, débat sur le carburant alternatif, création des infrastructures, que ce soit pour l'électromobilité, que ce soit pour les LNG, pour les bateaux, tout ceci fait partie de la politique européenne. Et je pourrais continuer en ce qui concerne des standards, les e-call, par exemple, ou les spécifications que nous sommes en train de mettre en place en termes de communication entre véhicules et infrastructures et de véhicule à véhicule, c'est-à-dire c'est un peu le futur de la politique. Deuxième I, infrastructure. Et là, je suis très fier que c'est un peu Jean-Éric et moi, c'est évidemment Sim Kallas qui nous avons développé ceci. Nous avons en réalité travaillé sur la mise en œuvre des prescriptions de Jacques Delors dans son livre blanc sur la croissance et emploi, du création d'un fonds d'infrastructure, d'une vraie politique européenne d'infrastructure. Et Jean-Éric dira, je pense, quelques mots. Troisième I, le marché intérieur, en partie, clairement aussi, couvert par une partie de ce marché intérieur fait certainement tous les débats sur le quatrième paquet ferroviaire. On dira quelques mots là-dessus, mais aussi la réforme portuaire, les discussions sur le routier. Et je suis toujours, j'ajoute toujours, quand on parle du marché intérieur, on parle en réalité de 4 C. Parce que le marché intérieur, en réalité, est perçu comme étant un peu quelque chose d'Europe passoire, libéralisation, tout ça. Mais qu'est-ce qu'on régule dans le marché intérieur? On régule, première chose, tout ce qui a trait aux citoyens. C'est-à-dire aussi les droits des citoyens, les droits des passagers. On est aussi citoyen, ça veut aussi dire sûreté, ça veut dire sécurité, ça veut aussi dire du large mesure aussi les dimensions sociales. Deuxième C, c'est le climat. Et on débattra certainement aussi sur ces questions-là. Troisième C, c'est la compétitivité. Et si vous regardez, quatrième C, si vous voulez, c'est un C anglais, c'est cash. C'est d'avoir un peu d'argent pour ceci. Et je vais finir, parce que j'étais trop long, avec une vision. On parle beaucoup, et Philippe Durand en a parlé encore, de l'intégration des modes. Est-ce qu'on ne sera pas, dans 20 à 30 ans, dans une situation où le citoyen utilise les transports plutôt, pas plus dans l'optique des modes de transport, mais dans l'optique des services, comme on utilise les téléphones maintenant. C'est-à-dire, plutôt que de dépenser de l'argent pour l'achat de voitures, pour les tickets, pour les taxis et tout ça, on prendra un contrat avec une société
qui fournit des services, où le matin, pendant la semaine, j'ai une voiture électrique que je peux utiliser pour aller au bureau, puisqu'il y a géolocalisation, Galiléo et d'autres choses, système intelligent de transport, cette voiture ne sera pas pour 90% du temps immobilisée en train de bloquer des places dans les rues, mais sera utilisée par d'autres. J'aurai un forfait peut-être pour les taxis, pour les transports publics, pour l'utiliser les trains, peut-être même des forfaits pour 2 ou 3 voyages par avion. Et tout ceci dans un contrat que j'aurai avec une société de fournisseurs de services de transport. Et est-ce que nous ne devons pas, une fois qu'on a peut-être réglé des problèmes un peu plus terre à terre, dont parlera Jean-Éric Paquet, aussi réfléchir déjà maintenant à garantir cette interopérabilité et ce marché au niveau européen et de garantir que nous utilisons ce marché des 500 millions de consommateurs potentiels aussi pour notre industrie du futur. C'était peut-être un peu trop général, mais ceci se décline dans notre politique d'une façon très concrète et je suis très prêt à discuter tout ceci après. Merci. On ne pourra peut-être pas discuter de tout, mais on va reprendre quelques points. Et je voudrais commencer par le deuxième I, infrastructure, si vous voulez bien, avec Jean-Éric Paquet, je crois, qui va essayer de nous expliquer un peu tout le travail qui a été entrepris c'est un mot qui est horrible, de priorisation des infrastructures. Ça fait longtemps qu'il y a tout un travail entrepris pour savoir quelles infrastructures privilégier, comment les financer. Est-ce que vous pourriez aujourd'hui nous faire un peu un point sur ce travail, sur pourquoi et comment vous avez entrepris cette sélection et ce travail d'identification des projets prioritaires? Oui, Gilles, merci beaucoup. Monsieur Duron, Monsieur Nègre, chers collègues, bonsoir. Alors, c'est effectivement une thématique, Mathias l'a dit tout à l'heure, qui est une thématique qui m'est chère, puisque avec Mathias Rutte, avec Sim Kallas, la politique des réseaux transeuropéens de transport a été, depuis maintenant 7 ou 8 ans, assez fondamentalement retravaillée. Évidemment sous l'impulsion de la Commission européenne, mais bien entendu avec les États membres et avec les institutions européennes, avec l'idée qui est une idée de Jacques Delors, qui est aussi un élément important du traité européen, qui est de construire l'infrastructure européenne du marché intérieur et l'infrastructure permettant de développer un transport plus efficace, plus écologique, plus intégrée à l'échelle du continent européen. Et cette politique d'infrastructure, elle existe aujourd'hui, bien entendu, mais elle souffre ou elle souffrait d'un certain nombre de limites. Et effectivement, l'exercice engagé en 2008 avec une proposition de la Commission faite en 2011 consistait à rénover profondément cette politique européenne d'infrastructure. Alors, les éléments clés je ne vais pas donner le chiffre parce que je suis certain que je n'y arriverai pas tout à fait, mais laissez-moi en énumérer un certain nombre. D'abord, la première idée, c'est de lier la politique d'infrastructure à la politique des transports et de ne pas, je crois que ça reflète assez largement la réflexion aussi en France autour du SNIT, donc de ne pas construire de l'infrastructure ou de développer de l'infrastructure indépendamment des besoins des usagers, des besoins des chargeurs et des besoins de nos sociétés. Donc, concevoir l'infrastructure par rapport au système de transport. Le deuxième point, c'est d'essayer de concevoir cette infrastructure européenne en complémentarité, et c'est le traité qui l'exige bien sûr, mais c'est aussi une nécessité économique et politique, de construire cette infrastructure en complémentarité de l'infrastructure nationale, qui elle-même évidemment se développe dans un contexte régional et local. Et pour ce faire, la Commission, avec le Parlement européen et avec les États membres, a défini les éléments d'une approche commune qui a permis de planifier le réseau transeuropéen de transport, non pas à partir de la compilation ou l'interconnexion des systèmes nationaux,
mais à partir d'une véritable logique européenne consistant à connecter évidemment les 27 capitales pour couvrir tout le territoire européen, mais aussi de connecter les points clés du système de transport que sont les grands centres économiques et les grands nœuds qui permettent au système de transport de fonctionner et de s'intégrer, à commencer par les grands ports maritimes. Et sur cette base-là, la base de cette méthodologie qui a été discutée de manière politique et assez approfondie en 2008, 2009 et 2010, les États membres, et ça s'est fait dans des réunions extrêmement complètes que Mathias a présidées, avec les représentations permanentes. Bertrand l'a fait avec les collègues du ministère, l'a fait avec nous à Bruxelles. Nous avons, sur base de cette méthodologie, construit ensuite ce réseau transeuropéen de transport qui est l'expression de la dimension européenne, de la valeur ajoutée européenne des politiques d'infrastructure nationales. Donc ce réseau transeuropéen prioritaire est donc une construction avec une vision d'un transport européen basée évidemment sur une réalité nationale. Par ailleurs, cette nouvelle politique d'infrastructure a des horizons temps extrêmement précis. Donc il ne s'agit pas d'une planification de long terme à caractère indicatif, mais d'un engagement pris par les États membres, pris par les institutions européennes, de développer ce réseau transeuropéen de transport à l'horizon 2030. Un engagement qui prend une forme juridique très précise dans le cadre d'un règlement sur lequel le Conseil et le Parlement européen ont trouvé un accord il y a quelques jours. Donc c'est un accord politique tout à fait tout récent qui restera à formaliser, mais l'accord est maintenant tout à fait stable et définitif. Et dans ce cadre-là, avec un certain nombre de mécanismes évidemment d'accompagnement, les différents parties prenantes d'une politique d'infrastructure s'engagent à réaliser ce réseau européen à l'horizon 2030. Et c'est là qu'on passe à la dimension peut-être plus novatrice encore de l'approche, qui est, je pense en partie, mais Monsieur Lyon, vous nous parlerez, je suppose aussi de vos travaux, enfin j'espère que vous nous parlerez un peu de vos travaux, parce qu'ils sont évidemment pour nous extrêmement importants dans la dimension française de ce réseau transeuropéen de transport. Mais pour rendre crédible cet engagement à l'horizon 2030, l'approche consiste évidemment à utiliser aussi largement que possible l'infrastructure existante, en particulier à travers les modes de transport. Donc chercher la capacité à travers les modes de transport, utiliser l'infrastructure existante, la développer lorsque des goulets d'étranglement apparaissent, et la développer évidemment dans un contexte européen, aux frontières, sur les passages transfrontaliers qui sont les plus difficiles à prioriser d'un point de vue national et où les chaînons manquants sont le plus souvent trouvés à l'échelle européenne. Donc un exercice très pragmatique basé sur l'existant, mais avec un grand effort d'identifier les priorités européennes, celles où ensuite les instruments européens, le soutien européen, y compris financier par le Fonds d'infrastructure, peut se concentrer pour accompagner cet engagement national de réaliser sa partie du réseau transeuropéen de transport à l'horizon 2030. Voilà, en quelques mots, cette nouvelle politique européenne d'infrastructure, agréée la semaine dernière, Mathias, c'est toi qui l'as fait, mercredi dernier au Coreper, donc le 12. Donc on y est. Les cartes maintenant existent, elles sont évidemment disponibles et on en parlera peut-être un tout petit peu ce soir. Et c'est un effort donc collectif des États membres, des institutions européennes. Et j'ajoute encore un point, Gilles, si vous permettez, et qui s'adresse évidemment aussi à vous tous, puisque ce cadre européen prend la forme d'un règlement. Il s'adresse donc à l'ensemble de ceux qui développent de l'infrastructure, les gestionnaires d'infrastructure, les ports, les aéroports, mais aussi dans cette logique de lier la politique des transports à l'infrastructure, aussi les usagers, les chargeurs, les opérateurs, pour que l'exercice puisse se mettre en place avec l'ensemble des acteurs qui font vivre ces politiques d'infrastructure. Faire des infrastructures pour les citoyens et les acteurs économiques, faire en sorte que les infrastructures nationales soient compatibles avec les infrastructures européennes, donner des échelles de temps à peu près raisonnables, 2030 plutôt que 2050, voire plus, ça paraît malgré tout assez évident.
Est-ce qu'on avait pris des voies un peu difficiles auparavant? Est-ce que cette révision des choses, d'une certaine façon, montre à quel point on s'était peut-être égaré précédemment sur des conceptions peut-être un peu trop idéalistes ou un peu trop technocratiques, peut-être? Moi, dans les dernières années, j'ai eu la chance, d'une certaine manière, d'avoir fait le boulot de Jean-Éric dans les années 90, et j'ai fait beaucoup d'erreurs à l'époque. Et d'une certaine manière, j'ai décrit un peu le processus qu'on avait fait auparavant comme une combinaison entre l'anarchie et absolutisme. L'anarchie, parce qu'on a dit aux États membres, vous pouvez écrire dans nos cartes ce que vous voulez. Et absolutisme, parce qu'à un certain moment, les chefs d'État et de gouvernement ont regardé ces cartes, ils ont dit que c'est du n'importe quoi. Et c'était autour d'un dîner à Essen en 1994, et plus tard, ils ont décidé, alors il faut 14 priorités. Après, on a ajouté une 15e qui était Galiléo. Après, on a révisé, on est arrivé à 30 priorités. Et quand on a relancé l'exercice, et c'est d'une certaine manière la troisième fois qu'on a fait cet exercice, Jean-Éric et moi, on s'est juré, on ne montre pas des cartes. On discute pour des années et des années une méthodologie sur laquelle on se met d'accord. Et c'est uniquement le moment où on s'est mis d'accord sur la méthodologie, on a montré des cartes. Et il y a des flexibilités en termes de méthodologie, en termes d'alignement et tout ça. Mais ça, c'était notre approche. Et le grand surprise pour moi, c'est que la semaine dernière, on a eu cet accord et on n'est pas du tout loin de ce qu'on avait initialement mis sur la table, avec un accord à la fois du Parlement européen et des États membres. Parce qu'on avait toujours l'arbitre neutre de la méthodologie sur laquelle on s'était mis d'accord avant. Merci. On n'a pas de carte sous les yeux, mais peut-être quelques mots un peu quand même sur sur la logique qui sous-tend un peu votre présentation de la semaine dernière. Vous avez parlé des goulets d'étranglement. On peut peut-être quelques mots, puis après je voudrais demander à Philippe Duron aussi, même si la communication officielle de ces recommandations est pour la semaine prochaine, peut-être de nous dire s'il s'inscrit dans cette philosophie générale pour ce qui est de la partie française. Peut-être quelques mots Alors, donc l'idée de cette planification, l'idée qui sous-tend la planification donc, est de connecter les grands centres urbains et les grands nœuds du système de transport, donc en particulier les ports maritimes. Évidemment, de retenir que les plus grands ports maritimes sur base d'un critère quantitatif, mais évidemment aussi avec une certaine souplesse dans l'approche, puisque pour les États membres qui n'ont pas des ports de dimension réellement européenne, mais qui ont besoin néanmoins de participer à la politique maritime européenne, on a également retenu un critère géographique qui voulait qu'un certain nombre de ports soient aussi retenus pour couvrir l'ensemble des façades maritimes européennes. Donc il s'agissait ensuite de connecter ces points. Et dans le cas français, c'est relativement simple. Si je prends la carte un peu de mémoire, vous y trouverez bien entendu Paris. Mais les grands centres urbains que nous avons cherché à relier, de mémoire, j'espère que j'en oublierai pas, c'est un exercice moins délicat que pour M. Duron, mais un peu compliqué quand même. Donc évidemment, le nord de la France avec Lille, Dunkerque, Calais, les grands ports du nord. Ensuite, à l'est, Metz, Strasbourg. Si on descend un peu, évidemment, Lyon, Marseille, et je pense que dans le sud, il y avait également Nice, qui faisait partie de ces grands centres. Et bien entendu, ensuite, les grandes villes françaises du sud avec Toulouse et Bordeaux. Et en remontant, n'oubliez pas Le Havre et en remontant, évidemment, Nantes, Saint-Nazaire
et évidemment Le Havre également. Et l'exercice a consisté ensuite effectivement à interconnecter de manière la plus logique, y compris en tenant compte de la multimodalité, ces différents centres, mais en les connectant évidemment aussi aux grands nœuds urbains et aux grands nœuds de transport de leurs voisins. Donc il ne s'est pas agi de recréer le SNIT, mais de partir de cette cohérence française et ensuite d'aller vers la connexion avec vos voisins. Et vous y retrouvez les grandes liaisons que vous connaissez. Donc Seine-Nord Europe vers le système du Benelux pour la voie d'eau, mais aussi pour les autres modes de transport. La connexion évidemment vers l'Est en ferroviaire, le TGV Est par Strasbourg vers l'Allemagne. Ensuite, les grandes connexions entre la France et l'Italie s'y trouvent bien entendu aussi avec le grand projet Lyon-Turin. On y trouve aussi une connexion le long de la façade méditerranéenne vers l'Italie. Les deux connexions sur lesquelles beaucoup de travail s'est déjà fait en Espagne et le travail est en cours du côté français, du côté méditerranéen et du côté atlantique. Et ensuite, effectivement, la connexion des grands ports français en termes d'autoroute de la mer vers le sud, mais évidemment aussi vers le Royaume-Uni et vers l'Irlande. Donc relativement peu de surprises, je pense, dans la carte française. Et une carte française qui est assez concentrée, pour tout dire, où je pense qu'il y avait peut-être quelques marges de manœuvre pour l'étoffer encore un peu, mais où le choix a été fait de jouer effectivement le jeu de cet engagement et de ne mettre dans la carte que ce qui pouvait effectivement être rendu pleinement opérationnel et fonctionnel à l'horizon 2030. Donc j'insiste sur ce point. Le réseau transeuropéen de transport, ce n'est pas des grandes infrastructures. Le réseau transeuropéen de transport, c'est l'infrastructure multimodale nécessaire pour répondre aux besoins de transport à l'horizon 2030. Ça passera par quelques grands projets, bien entendu, y compris dans le cas français, et notamment à la frontière, les projets les plus compliqués pour vous, d'un point de vue de la priorisation, mais ce sera d'abord l'utilisation plus intelligente et plus intégrée de l'infrastructure existante. Tous les chiffres du